Bienvenue au Polysécure, épisode un peu spécial pour parler du livre blanc sur la vie privée que l'Ontario a produit le 7 juin dernier. Je suis accompagné de Julie Gauthier. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Merci, oui. Avertissement de départ, ceci n'est pas une opinion juridique en aucun cas. C'est juste un survol de ce qui a été fait. Si vous avez des questions plus précises, de contacter directement Maître Gauthier qui saura approfondir les choses et vous donner une vraie opinion juridique. Donc, commençons par le fait que le paysage juridique au niveau de la vie privée au Canada est peut-être un peu particulier. Donc, il y aurait certains éléments importants à savoir qu'il y a une loi fédérale, mais il existe aussi des lois provinciales, mais pas dans toutes les provinces. Exactement. Donc, la loi fédérale qu'on appelle le PIPEDA, qui est la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui a fait l'objet également d'un projet de loi, là, C11, qui est encore sous étude. Et également, cette loi-là, en fait, s'applique aux provinces, sauf si les provinces ont adopté une loi équivalente à la PIPEDA. C'est le cas du Québec, c'est le cas de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. L'Ontario n'a pas encore sa loi, donc c'est pour ça que le livre blanc de l'Ontario a été présenté le 17 juin par le gouvernement, qui est actuellement sous étude, en fait, mais ce n'est pas un projet de loi, c'est un livre blanc qui est donc en fait une proposition de règles et destinée à faire l'objet d'un éventuel projet de loi. Il contient 45 pages et est disponible en français sur le site ontariocanada.com si vraiment vous êtes curieux d'en connaître les détails. Mais l'un des objectifs poursuivis par le gouvernement, c'est bien sûr de protéger davantage la vie privée numérique de ses citoyens, mais aussi de faire de l'Ontario le territoire numérique le plus avancé au monde, selon ce qu'on peut lire en introduction du livre blanc. C'est effectivement très ambitieux de leur démarche. Mais en même temps, c'est une démarche qui est cohérente face à ce qu'on voit, entre autres, ce qui s'est passé en Europe avec le RGPD, ce qui se passe au Québec qui s'est passé au Québec au moment de l'enregistrement, le mandat, on est rendu plus à la PS64, mais à la L64, et le volet C11 au fédéral. Donc, on est dans cette mouvance-là. Et effectivement, j'ai retenu sensiblement la même chose, que l'Ontario veut se positionner comme chef de file, donc d'un territoire propice à l'exécution de protection et donc de protéger les personnes, de ses citoyens, mais en même temps de pouvoir attirer les entreprises qui seraient intéressées à œuvrer là-dedans, parce que vraiment le dernier chapitre, justement, est en ce sens-là. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Puis le gouvernement, là, il s'inspire beaucoup dans son livre blanc de la critique du projet de loi C11. Qui est en fait le projet de loi qui vise à moderniser la PIPEDA, là. Donc, le projet de loi a fait l'objet de quelques critiques et le gouvernement ontarien est d'avis là, qu'il comporte quelques lacunes. Et également, le projet de loi s'inspire beaucoup du projet de loi 64 au Québec là, qui a été adopté la semaine dernière et il va entrer en vigueur là, selon les dispositions, soit d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. Tout à fait. Puis ça se fait justement passer des choses. C'est ça qui est très intéressant. Puis c'est ça, en tout cas, le livre blanc il est vraiment en opposition face à la séance qui manque de mordant. D'ailleurs, de toute façon, la S64 vient justement mettre un peu plus de mordant, dont l'inspiration. On va passer à travers les 7 grandes questions qui sont regardées dans ce document-là. C'est un survol, là, je le rappelle, on rentre pas en profondeur dans les éléments. C'est pas l'objectif. Si au besoin de te contacter directement à ce moment-là. Ton cabinet a procédé à une analyse en profondeur de ce livre blanc-là, justement. Comment vous avez commencé à aborder cette analyse-là? Ben en fait, on a fait cette analyse-là en regardant les principaux principes en fait qui sont mentionnés. Également, on a fait une comparaison avec le projet de loi C11, le projet de loi 64. Ce qu'on regarde d'emblée, c'est que l'Ontario souhaite élargir le champ d'application de la PIPEDA qui est applicable actuellement à l'Ontario et qui n'était pas applicable, par exemple, aux employeurs ontariens. Maintenant, avec ce que le gouvernement ontarien propose, c'est que les employeurs ontariens vont devenir aussi assujettis à une législation en matière de protection de la vie privée, ce qui est effectivement le temps. Également, le champ d'application s'élargit aux organismes sans but lucratif et aux syndicats.
Il y a aussi l'établissement d'un droit fondamental au respect de la vie privée, donc un projet de loi fondé sur le droit qui, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'Ontario souhaite reconnaître que le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu. En fait, qu'il est plus absolu que ce que la PIPEDA mentionnait. C'est ça, donc, ça, comme tu mentionnais, c'est un peu une critique à la séance qui manquait un peu de mordant selon l'Ontario. Donc, c'est justement d'aller plus loin dans ce vecteur-là. Exactement. Il propose 3 principes du droit fondamental au respect de la vie privée, là, qui est les principes de proportionnalité, d'équité et d'adéquation. Et donc, c'est ça. Au lieu d'avoir une loi qui a plus ou moins de mordant, l'Ontario souhaite vraiment mettre le focus sur ce droit fondamental-là au respect de la vie privée. Oui, puis le livre blanc, c'est ça qui est intéressant, d'autant plus, il balise vraiment très clairement proche d'un projet de loi en termes de choses. Les sections sont vraiment dessinées de cette façon-là, où ils vont mettre des feuilles qui expliquent la fin acceptable, les facteurs à prendre en compte, donc ils guident vraiment la réflexion, comment eux perçoivent que devrait être une telle loi, là. Exactement. Donc, ça aussi, c'est un des critères qu'effectivement, on a regardé. C'est quoi les exigences et restrictions en matière de traitement avec le critère des fins acceptables. Donc, il y a certains facteurs à considérer. Il y a un test de nécessité à mettre en place. Il y a certaines zones interdites, incluant des finalités de traitement qui pourraient être déterminées par règlement. Donc, les restrictions en matière de traitement des renseignements personnels sont une composante essentielle des lois de protection de la vie privée. Puis, la proposition là, de l'Ontario est quand même assez stricte là-dessus. Fait qu'entre autres choses, la province s'inspire du commissariat à la protection de la vie privée en proposant certaines fins acceptables aux zones interdites. Puis plus particulièrement, l'Ontario va viser à interdire le traitement de renseignements personnels à des fins qui causent ou qui sont susceptibles de causer un préjudice grave aux particuliers ou à des groupes de particuliers. Il y a également toute la notion de renseignement dépersonnalisé qui fait couler beaucoup d'encre en droit de la vie privée. Donc, c'est des renseignements qui sont réglementés s'ils ne sont pas totalement anonymisés. Donc, la différence entre les deux, qu'est-ce qu'un renseignement anonymisé? C'est un renseignement personnel qu'on a désidentifié au point de ne plus être capable de réidentifier la personne de manière permanente. Ce qui est extrêmement difficile à faire techniquement, selon les experts. Un renseignement dépersonnalisé, c'est un peu l'équivalent de pseudonymisé en vertu du règlement, le RGPD européen. Le renseignement dépersonnalisé, c'est un renseignement qu'on désidentifie, mais il demeure un risque de réidentification de la personne, soit en combinant ce renseignement pseudonymisé-là avec d'autres renseignements personnels ou non. Donc, les renseignements dépersonnalisés, ils sont assujettis aux lois sur la protection des renseignements personnels selon les nouvelles réformes, telles que le projet de loi 64. Par contre, les renseignements totalement anonymisés ne le seront pas car ils ne constitueraient plus un renseignement personnel puisqu'on ne peut plus identifier une personne. Effectivement, est-ce que le livre blanc ontarien met les traces, les balises, parce que justement, comme tu mentionnais, les experts ne s'entendent pas où la ligne se trace, puis des fois les difficultés associées à ce genre de choses-là, est-ce qu'il y a des balises plus claires données dans ce livre blanc-là? Absolument, absolument. Donc, à l'instar du projet de loi 64 et du RGPD, l'approche ontarienne exclut les renseignements véritablement anonymisés du champ d'application. Puis le gouvernement affirme que la proposition vise à encourager la dépersonnalisation et l'anonymisation comme moyen de soutenir l'innovation axée sur l'analyse de données. Puis la province reconnaît que certaines exigences du régime de protection de la vie privée ne sont ni souhaitables ni réalisables dans le contexte des renseignements dépersonnalisés. Donc, par exemple, le livre blanc propose que les organisations ne soient pas tenues de répondre à une demande d'accès si les renseignements personnels ont été dépersonnalisés. Non, c'est des balises très intéressantes. D'ailleurs, l'innovation est un volet très important du livre blanc puisque c'est quand même ça le moteur de notre nouvelle économie de l'information. Donc, en l'absence de capacité de traiter, ça aurait été nuisible, un peu ce qui avait été exprimé au Québec, entre autres avec la PS64, cette inquiétude-là.
justement, il rebalance ces éléments-là et justement donne des guides qui, pour moi, me paraissent intéressants pour justement rejoindre les deux finalités sur protéger le citoyen et permettre aux entreprises de continuer à opérer. Absolument. Donc, il y a également des droits individuels aussi qui sont introduits dans le livre blanc. Des droits individuels qu'on voit, par exemple, au RGPD également, au projet de loi 64, tel que le droit à l'oubli, qu'on appelle le droit à la désindexation des résultats de recherche. Les droits d'accès et rectification, le droit à la suppression des données personnelles, ainsi que le droit à la portabilité. Concernant le droit à la suppression et à la portabilité des renseignements personnels, c'est des droits qui peuvent entrer en conflit avec les besoins opérationnels des entreprises et qui doivent avoir une portée limitée et bien définie. La proposition de la province contient la même limite que celle des restrictions contractuelles raisonnables qui figurent dans le projet de loi C11. Puis, l'Ontario semble vouloir limiter le droit à la portabilité pour permettre uniquement les communications effectuées en vertu d'un cadre de mobilité. Par contre, est-ce que l'Ontario va effectivement aller de l'avant avec le droit? On le sait pas là, parce que c'est tout ça en fait là. Précisons-le, c'est vraiment sous étude là. Tout ce qui a été proposé par le livre blanc, c'est sous étude actuellement. Oui, ça, c'est très important de le souligner que, de toute façon, on l'a vu avec le projet de loi 64, en ce qui est déposé et ce qui arrive au bout, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des modifications qui sont faites en commission et en études qui viennent peut-être modifier ou les groupes d'intérêt viennent justement participer à ce genre de choses-là. Là, c'est très intéressant, ces éléments-là, la correction, le droit à l'oubli et la mobilité. Je reste un peu sur mon appétit jusqu'à où ça s'en va, ces éléments-là, puisque j'ai vu certains éléments ou certains événements qui permettent de croire que les entreprises vont être très résistantes à ce genre d'application-là réelle. Outre la mobilité, on l'a vu avec les grands, ils l'ont fait, mais le droit à l'oubli, lui, est beaucoup plus difficile d'exécution. Oui, puis on pense que ça s'applique davantage aux moteurs de recherche Google et toutes les big data de ce monde. C'est-à-dire que normalement, les lois sur la protection des renseignements personnels ne s'appliquent pas à tout ce qui est activité journalistique. Donc, ce droit à l'oubli-là ne s'appliquerait pas, par exemple, aux articles de nouvelles ou à tout ce qui a été publié par des journalistes concernant une personne poursuivie, par exemple, ou suspecte ou accusée. Ça serait davantage, ce qu'on pense, c'est que ce serait davantage applicable à tout ce qui est blog en ligne ou commentaires en ligne, par exemple, ou résultats de recherche lorsqu'on fait des recherches sur une personne. Ça va être très intéressant. Là, tu parles des indexations. Est-ce que la loi ontarienne, le projet de loi, le livre là, fait référence aussi, disons, j'ai un prestataire comme Facebook, dans lequel je pourrais exiger de disparaître de Facebook, par exemple. Est-ce que c'est couvert par ça? En fait, la notion, c'est pas de disparaître. La notion, c'est de mettre en preuve un préjudice quand même important sur la vie privée et la réputation de la personne. Donc, il va quand même y avoir un bon fardeau, là, un fardeau important de preuves à démontrer pour pouvoir exiger de ces organisations-là qu'elles suppriment toutes les données personnelles de l'individu. Donc, c'est vraiment pas un droit absolu, le droit à l'oubli. Là, ça va dépendre d'énormément de facteurs et effectivement, ça risque d'être difficile à mettre en œuvre, non seulement au niveau technique, mais également, comme tu le mentionnais tout à l'heure, les entreprises ils vont probablement être réticentes à mettre ceci en œuvre, à appliquer cette nouvelle réglementation. Ça va être intéressant de voir ça évoluer, puis d'ailleurs de voir comment les consultations sur le livre blanc vont amener cette réflexion-là plus loin. Puis c'est intéressant parce que cet élément-là, puis c'est comment tout le document est construit, amène aussi à la réflexion sur l'amélioration du consentement, qui est très importante, et la transparence des données, qui sont deux éléments qui pour moi sont liés. C'est-à-dire que si je veux un consentement éclairé, il faut que je sois capable de comprendre ce qui va être fait de mes données. Donc, ces deux points-là, je les trouve très liés dans leur façon. Donc, comment ça se répercute dans le livre blanc?
Tout à fait. Écoutez, c'est un principe qu'on a vu dans la RGPD, dans le projet de loi 64, dans le projet de loi C11. Donc, à force de lire des politiques extrêmement compliquées sur le web et qu'on sait que quasiment personne ne les lit, donc les gouvernements souhaitent mettre de l'avant l'exigence de transparence renforcée, également d'avoir des politiques en langage clair et des conditions précises pour l'obtention d'un consentement valide. Donc, la législation sur la protection de la vie privée évolue pour exiger des entreprises, des organisations qui fournissent aux individus davantage d'informations sur le traitement qu'elles font des renseignements personnels, mais également que l'information soit claire et compréhensible, comme on peut dire, pour le commun des mortels. Il y a également une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui est proposée, tel que ça l'a été par le projet de loi 64. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour certains traitements, pour certains projets impliquant le traitement de renseignements personnels, dans certains cas, il va y avoir ce qu'on appelle un PIA, un Privacy Impact Assessment, qui va être obligatoire d'être effectué avant d'aller de l'avant avec le projet. Donc, on va faire une évaluation des risques avant de donner un go sur un projet, parce que le projet est acceptable au niveau des risques relatifs à la vie privée. Oui, ça va être très intéressant à regarder. Puis ça amène aussi le point sur la transparence d'utilisation et ce qu'on utilise, ce qu'on appelle dans le livre blanc l'utilisation sûre, où tous les volets de décision automatisée et le profilage sont un peu intimement liés aussi dans cette courbe-là, de savoir, justement, il faut analyser qu'est-ce qu'il y en a et il faut qu'on soit capable de comprendre ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire avec nos informations. Exactement. En ce qui concerne la prise de décision automatisée, c'est toujours un petit peu difficile d'évaluer comment ça va s'appliquer en pratique, en fait. C'est comme si on réglementait un peu avant de savoir ça va être quoi exactement les cas d'application. Donc, effectivement, on peut croire que ça va s'appliquer à l'intelligence artificielle puis à tout ce qui va être décision prise par une machine sans intervention de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi. Ce serait, par exemple, le cas des systèmes biométriques, par exemple, lorsqu'on veut s'identifier à l'aide d'une technologie biométrique. Donc, ça serait par exemple ce cas-là ou une décision, une évaluation de bureau de crédit pour l'attribution d'une cote de crédit, par exemple. Donc, il vise à réglementer un peu ces prises de décision automatisées-là pour ne pas qu'elles soient rendues de façon injuste envers les individus, là. Ah ben justement, il y a des mesures qui sont préconisées pour les recours et tout ce qui s'ensuit. Je sais que le RGPD permet la possibilité aux gens de se soustraire d'un système comme cela, donc de faire traiter manuellement leur dossier. Est-ce qu'il y a un équivalent dans le livre blanc? Tout à fait. Le consentement express va être exigé. C'est aussi le cas pour le projet de loi 64. Puis, je précise qu'en ce qui concerne les systèmes biométriques, il y a une autre loi qui s'appelle, au Québec, qui s'appelle la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui prévoit que le consentement est obligatoire en ce qui concerne la saisie des données biométriques pour vous identifier. Donc, en ce qui concerne ces technologies-là, on a une autre loi qui protège les droits individuels. Oui, ben au Québec, puis même, on doit rapporter tous les systèmes à la commission d'accès, justement, ceux qui sont en utilisation. Et je suis pas convaincu que les entreprises sont au courant de ça, ni les consommateurs et les utilisateurs de... Non, effectivement, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, là, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui est encore très peu connue et très peu appliquée par les tribunaux et par les décideurs, effectivement. Oui, par sa méconnaissance, malheureusement, parce que c'est des outils très intéressants et très utiles pour les citoyens. On va reprendre juste l'exemple de Fairview, qui avait son système de reconnaissance faciale dans ses centres d'achat et qui n'était pas répertorié au registre de la commission d'accès. Ça, c'est un manquement important, donc de voir comment tout ça va se reporter. Retournons à l'Ontario. Oui. C'est une discussion très intéressante parce que ça justement, ça a tout
un autre aspect, on aura l'occasion d'en reparler. Justement, puis là, il parlait dans le livre blanc de la lassitude au consentement, qui est un aspect très important. J'ai parlé avec des juristes européens, entre autres, au niveau pour donner les suites du RGPD. Et il me disait qu'essentiellement, il y avait peu ou pas de changement au niveau de la façon que les entreprises faisaient. Ils mettaient juste un gros bouton qui nous faisait accepter de façon quasi aveugle les informations qu'on donnait à ce site-là. Est-ce que le livre blanc vient adresser, en tout cas discuter de ce volet-là? Oui, le livre blanc propose certaines alternatives là, pour résoudre un peu ce problème-là de lassitude du consentement. C'est-à-dire que au lieu que les individus, acceptent un peu n'importe quoi sans savoir exactement ce qu'ils acceptent, l'Ontario a calqué sa liste d'exceptions au consentement, mais aussi présente des catégories autorisées de collecte, d'utilisation, de communication. Donc, la province propose expressément, par exemple, d'inclure les syndicats dans le champ d'application de la législation de la protection de la vie privée et, par exemple, propose une exception au consentement pour un traitement de renseignements personnels nécessaire à diverses activités liées au mandat de représentation des syndicats. Donc, il va y avoir certaines alternatives qui vont être présentées pour s'assurer que la personne comprenne effectivement ce à quoi elle consent, mais également certaines exceptions au consentement qui vont faire un peu l'objet de consentement implicite là, parce que ça fait du sens finalement que la personne est préalablement consentie par rapport à certaines activités là. Mais c'est un concept qui est encore un peu flou, puis de la façon qu'il est présenté aussi là. Donc on a hâte d'avoir un petit peu plus de détails là, sur ce principe-là. Effectivement, mais ça l'amène des éléments intéressants à la discussion. Puis c'est tout ça le bienfait de ce livre blanc-là. Il amène beaucoup d'eau au moulin, donc de capacité à amener dans le débat public, ce qui est très intéressant. Puis on parlait justement de l'attitude consentement et la jeunesse, parce qu'ils ont vraiment un volet spécifique qui discute de la protection de la jeunesse, de la protection de l'enfance aussi, au fait qu'il y a pas capacité, disons, le consentement pour eux autres, ils l'établissent à 16 ans et les enfants de 13 à 16 pourraient contester le consentement donné par leurs parents. Donc, c'est des notions très intéressantes et, à mon avis, pour moi, très nouvelles, mais peut-être pas tant que ça. Oui, c'est quand même assez spécifique et particulier parce qu'il y a plusieurs lois qui en parlent pas effectivement, là, comme la PIPEDA, qui n'a aucune disposition spécifique qui vise à protéger la vie privée des enfants, puis fixe pas d'âge à partir duquel le consentement parental est requis. On peut en déduire, selon certains autres principes, qu'est-ce que ça pourrait être selon le contexte là. Mais effectivement, il y a des indications qui sont vraiment tirées quand même de la politique du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui a souligné ceci par rapport à la PIPEDA, qui a souligné la sensibilité des renseignements personnels des enfants, puis le fardeau accru que représente l'obtention d'un consentement valable dans un tel contexte. Fait que dans le fond, l'Ontario souhaite apporter un peu de clarté à ce chapitre-là. Puis, en ce qui concerne, si on fait un parallèle avec le projet de loi 64, prévoit que le consentement d'un mineur de moins de 14 ans doit être donné par la personne ayant l'autorité parentale et que le consentement d'un mineur de 14 ans au plus peut être donné soit par le mineur, soit par la personne ayant l'autorité parentale. Donc, ça peut devenir un petit peu mélangeant, là, mais grosso modo, au niveau de l'Ontario, il va y avoir obligation d'obtenir le consentement des parents ou du tuteur pour les personnes âgées de moins de 16 ans, avec des dispositions permettant de traiter les mineurs matures qui s'opposent au contrôle parental. Ça pourrait faire l'objet d'un mémoire de maîtrise, tout simplement, uniquement ce sujet-là. Oui, ça va être très intéressant parce que ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans le régime québécois avec l'émancipation des jeunes, là. Donc, il y a des notions intéressantes à explorer là-dedans. Tout à fait. Oui?
Puis au niveau, c'est ça, au niveau il y a évidemment des mécanismes d'application de la loi qui vont être mis en place parce qu'on sait que le régime juridique canadien jusqu'à présent avait des dispositions visant à protéger les renseignements personnels et la vie privée des citoyens et des résidents. Par contre, elles sont jusqu'ici difficilement applicables. Il y avait des pénalités qui étaient prévues qu'on n'a jamais vu appliquées en fait en pratique par les commissions, les tribunaux. Donc ça, c'est une lacune fondamentale. Et avec le projet de loi C11, le projet de loi 64 et le livre blanc ontarien, il y a des sanctions administratives beaucoup plus importantes qui sont proposées. Donc, en ce qui concerne l'Ontario, c'est un maximum de 10 millions de dollars ou de 3% du revenu global brut selon le montant qui est le plus élevé. Il y a également d'autres infractions qui sont prévues, puis une possibilité d'un régime d'indemnisation en cas d'atteinte à la vie privée. Cela dit, la proposition de l'Ontario est quand même semblable au projet de loi C11, puis elle propose de donner au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario le pouvoir d'imposer les sanctions administratives pécuniaires, un peu selon le même principe que le projet de loi 64 avec la Commission d'accès à l'information. Donc voilà, la loi ontarienne, par exemple, en matière de protection de la vie privée dans le domaine de la santé, prévoit un mécanisme de dédommagement aussi. Mais celui-ci va nécessiter une demande là, au tribunal et un mécanisme par lequel les personnes pourraient demander une indemnisation au commissaire à l'information de l'Ontario serait aussi nouveau, ce qui soulève une question de savoir est-ce que ça devrait être un recours collectif c'est-à-dire une alternative aux demandes là, pour atteinte à la vie privée déposées devant les tribunaux. Donc, le régime d'indemnisation en cas d'atteinte à la vie privée n'est pas clair. Ce sera quoi le recours? Par contre, sachez qu'il y en a un. Il y a des infractions. Il y a également des nouveaux pouvoirs qui sont accordés au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario et des sanctions administratives pécuniaires beaucoup plus importantes. Oui, le livre blanc mentionne vraiment que le commissaire a autorité lui-même sans passer par les tribunaux pour justement appliquer les sanctions pécuniaires qui sont quand même assez musclées. Ce qui est, à mon avis, une belle approche qu'au lieu de passer par le système des tribunaux, parce que ça peut devenir lourd rapidement puis ralentir énormément l'application d'une telle chose. Puis j'aime beaucoup aussi l'augmentation, comme on voit au Québec, comme on a vu en Europe aussi avec le RGPD, l'augmentation d'avoir des dents, une capacité de punir les entreprises qui sont négligentes. Puis j'aime beaucoup le vocabulaire utilisé dans le livre blanc. Justement, il parle de négligence, mais aussi, il amène aussi tout le volet accompagnement, que moi, je n'ai pas vu dans la PL 64, que la RGPD elle-même ne l'a pas, mais minimalement, les institutions françaises comme la CNIL et l'ANSI apportent un certain nombre d'éclairages et d'accompagnement des entreprises. Justement, pas le dire, vous avez une loi, bonne chance pour l'appliquer. Là, il y a dans le livre blanc aussi une notion d'aider les entreprises à cheminer et à grandir dans ce nouveau régime-là. Absolument, et on voit cette notion-là. Puis également, sachez que il y a le même principe là, qui a été mis de l'avant lors des débats parlementaires là, par le gouvernement. Donc, le premier objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises, d'accompagner les entreprises à se conformer au projet de loi. Puis, advenant une négligence ou une récidive ou vraiment une mauvaise foi, par exemple, là, les sanctions vont être beaucoup plus importantes. Mais sachez effectivement, comme tu dis, Nicolas, c'est que l'objectif de départ, c'est vraiment de collaborer avec les entreprises puis d'accompagner les entreprises dans ce nouveau régime juridique-là. C'est très intéressant. Et ça fait le sens. En tout cas, moi, de ce que j'en sais, ça fait pas mal le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce livre blanc-là? Non, écoute, non. Ça fait vraiment le tour. On a hâte de voir si effectivement il va faire l'objet d'un projet de loi plus officiel et quel sera effectivement le texte final de ce projet de loi.
Ça sera très intéressant de voir quand il va être déposé, parce qu'un livre blanc, c'est vraiment en amont énormément. Ça l'amène matière à réflexion. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de questions dans le dit document, justement, qui amène la réflexion. Et il invite les gens, là, dans ce cas-ci, les Ontariens principalement, mais même notre expérience québécoise peut être utile à leur réflexion de communiquer avec l'organisme en charge de ça, justement, pour pouvoir faire évoluer et continuer à améliorer les choses. Excellent, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Contribution très intéressante. On va reparler pour la PL 64 qui est devenue la L 64. Je crois que tu vas me référer à un de tes collègues. Ça va être super intéressant. J'ai très hâte justement de creuser cette loi-là qui vient s'appliquer maintenant. Absolument. Absolument. Puis en attendant, si vous êtes curieux, sur le site Internet de BLG, on a publié un bulletin assez court là, sur c'est quoi les nouvelles exigences et comment elles s'appliquent. Donc, c'est super intéressant si vous êtes curieux. Ces informations-là seront mises dans les show notes. Donc, si vous êtes plus pressé avant que l'épisode sur celui-là sorte, vous pourrez consulter là. Sur ça, je te remercie infiniment et on se dit à la prochaine.